Donc rapidement, alors l'objet de la presse, ça va être une présentation d'un AppSec Security Programme et de la AppSec Pipeline avec tout ce qu'on va pouvoir réaliser en open source pour vraiment contrôler la sécurité applicative dans nos processus de delivery. Donc mon petit monde en bref, d'abord un grand remerciement. Si vous pouvez prendre le micro, ah merde, ouais. s'il vous plaît. Merci. Peu importe. One, two, test. C'est parfait, merci. Donc présentation orientée AppSec Programme et AppSec Pipeline, contrôle sécurité dans les processus de delivery, dans nos activités opérationnelles, nos équipes de dev. Donc mon petit monde en bref, avec des sincères remerciements à toutes les communautés et OWASP, No Limit Sécu, la NSD, l'ANSI, il y a un tas de chercheurs en sécurité qui publient énormément de documentation. Et la Sécu, comme tous les frameworks, c'est une activité de veille quotidienne. Donc moi, j'ai trouvé une petite photo assez intéressante où j'étais, vous êtes jeunes, vous n'avez pas connu, hein, mais j'étais en modélisation des menaces devant l'épisode des Mondes Engloutis où c'est des pirates qui attaquent les gentils. Et 30 ans après, je suis aujourd'hui référent en sécurité applicative chez Sopra Steria. Et le monde évolue, ne change pas. Je suis toujours côté Sécu, côté Defender. Et les contraintes qu'on avait il y a 10 ans, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Et nos utilisateurs de services, ils ne changent pas non plus. Ils ont un gros problème de sensibilisation et de formation auquel nous, on doit pallier. Et donc, c'est à nous, dans tous les services qu'on produit, dans tous les applicatifs qu'on construit, de veiller à durcir nos pratiques de développement et d'intégrer des vrais processus de contrôle de sécurité dans tous nos projets. Donc, le monde d'aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette, globalement un peu partout. Hein. Les contrôles AppSec, aujourd'hui, quand ils existent dans un processus de développement, ils ne sont pas bloquants d'un point de vue métier. Il y a des problématiques de time to market, de budget, il y a des problématiques d'outillage, d'industrialisation de ces outillages. Et moi, mon Rex, après plusieurs années dans la Sécu, dans une grosse SN, c'est qu'on a surtout un problème de sensibilisation et de formation de l'ensemble des intervenants projet. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut pallier à cette approche de formation et quels outils on peut mettre en œuvre. Donc l'objectif de Stoke, ça va être de vous présenter un AppSec Programme et une AppSec Pipeline. Et en 3 mots, hein, c'est un acronyme, c'est l'approche PPT, qui est relativement connue, documentée sur Internet, c'est People, Process et Technology. Technologie parce que la demande que j'ai souvent quand on parle de contrôle sécurité, c'est quels outils je dois employer. Et mon premier retour d'expérience, c'est que utiliser un outil propriétaire qui est censé globalement tout faire, si vous n'avez pas mis un process au-dessus et que vous n'avez pas formé les gens à l'employer, vous allez vous planter. Donc technologie, ouais, ok, mais ce sera vraiment pertinent que si vous le mettez dans un processus et que vous savez ce que vous faites avec quels outils, ce que vous allez contrôler, quand est-ce que vous allez les déployer, et surtout que tous les intervenants projet, en équipe de dev, en testing, vos managers, sont sensibilisés et connaissent les produits, les comprennent leur fonctionnement et connaissent leurs limites. Donc, cette approche de développement sécurisé, cette AppSec Pipeline, il faut que ce process il soit adaptable et qu'il soit adapté à nos projets. Vous allez travailler dans votre vie sur plein de projets différents, des petits projets, des gros projets pour des OIV, des projets qui ne seront pas sensibles, d'autres qui seront extrêmement critiques. Et ce qui est important, c'est d'identifier donc le niveau de criticité de votre projet et le niveau de maturité de votre AppSec Pipeline que vous allez mettre en œuvre. Et je ne vais pas vous en parler trop, hein, mais cette espèce d'échelle de matrice, je l'ai positionnée en référence que vous retrouvez en haut à droite dans les slides, et dès que je montrerai un référentiel, une méthode ou un outil, vous aurez une petite échelle de maturité qui correspond à quand est-ce que vous devez mettre en place cette méthode et en fonction du niveau de maturité que vous souhaitez atteindre. Donc le tout premier axe de cette approche PPT, c'est l'axe People. C'est fonder, développer et maintenir une culture AppSec. Donc dans une entreprise, mais aussi pour vous. Parce que vous bossez sur des frameworks, vous apprenez des frameworks tous les ans, vous en apprenez de nouveaux. La sécurité, c'est pareil, c'est un monde qui évolue énormément. Ce matin, il y a eu beaucoup de talks sur les CVE, sur les problématiques de durcissement, sur la veille qui est nécessaire. Et côté sécurité, c'est pareil. Et moi, ce que je constate, c'est que en cursus académique, il y a un gros trou dans la raquette sur la couverture sécurité dans la formation des élèves aujourd'hui. Dans notre culture d'entreprise, dans nos axes de formation, on est plus proactif sur la formation sur les nouveaux frameworks Angular ou Node.js que sur la sécu. Et dans le monde open source, il y a un paquet de ressources qui existent
qui vous permettent de skill up relativement rapidement sur toutes ces problématiques. Vous avez sûrement entendu parler de l'OWASP Top 10. Donc le Top 10 risque, faut le voir vraiment, moi je le vois comme un document de sensibilisation, on n'est pas sur de la formation. On est sur du Top 10, donc on est sur une vision relativement partielle des vrais risques sur les applications web et sur les API. Et je le vois souvent employé à tort comme un référentiel d'exigence qui est supposé être relativement exhaustif. C'est un document qui doit être maîtrisé par tous et qui est relativement simple. Et ce qui est important, c'est pas de retenir l'intégralité ou l'ordre des vulnérabilités, c'est de comprendre la logique de l'exploitation d'une faiblesse au niveau de l'architecture applicative et les best practices en termes de recommandations pour y pallier. Donc c'est un document qui est vachement synthétique et facile à comprendre. Et aujourd'hui, un développeur d'applications web ou d'API dans toutes les architectures 3 tiers, il doit absolument maîtriser par cœur ce top 10. Si la lecture juste du PDF ça vous suffit pas, il y a l'OWASP qui a monté une plateforme, un training portal avec des cours en e-learning qui s'appelle l'OWASP Academy, dans lequel il n'y a pas la dernière version du top 10, mais vous allez retrouver le top 10 2013, vous allez retrouver pas mal de documents, mais côté OWASP, vous avez le top 10 2013, vous avez tous les AppSec tutorials donc, qui vous présentent les faiblesses d'architecture, et vous avez aussi des tutoriaux sur OWASP Zap, qui est un outil de testing qui est relativement didactique, facile à utiliser, quand vous avez déjà suivi ces premiers cours. Donc ça, c'est le b.a.-ba, vous devez compléter votre parcours de formation et vous devez absolument maîtriser le contenu de ces deux premiers topics. Ensuite, dans nos activités de développement, c'est important d'avoir des guides de développement. Des guides de développement sécurisés, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je ne les ai pas mis dans les slides, mais il y a Lancy qui a produit 2 guides qui sont vachement intéressants. Le premier, c'est le Memento de mécanisme de défense en profondeur, donc qui vous donne toute la logique de mécanisme de défense en profondeur et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts de durcissement au niveau d'infra, il faut absolument qu'on protège nos applicatifs. Et un guide de développement application web qui date un peu, mais qui est toujours extrêmement pertinent. Côté OWASP, pour un guide de développement sécurisé, vous avez deux projets fondateurs. Le premier, c'est les cheat sheets, ce sont des checklists orientées par domaine, qui sont synthétiques, pragmatiques, qui vous proposent dans une liste d'une quinzaine de points les éléments essentiels à contrôler. Et les cheat sheets, vous pouvez les prendre en référence à tout moment du projet. Vous êtes en exigence, en design, en développement, en testing, en audit ou en pen test, vous reprenez les cheat sheets et ça vous rafraîchit la mémoire sur ce que vous devez prendre en compte ou ce que vous devez tester ou auditer. C'est une vision vachement synthétique et condensée et donc ça suffit pas et il faut la compléter par un autre projet de l'OWASP qui a été mis à jour cette année et qui est extrêmement complet, qui peut lui vous servir de guide de développement sécurisé qui s'appelle le Top 10 Proactive Controls. Donc, si vous avez jamais entendu parler de ce projet, c'est très simple. C'est que le Top 10 Risk, il est orienté attaque, et le Top 10 Proactive Controls, il est orienté défense et defenders. Donc là-dedans, c'est encore un Top 10. On vous montre que les 10 plus grandes catégories de best practices implémentées. Mais si vous implémentez ça dans la conception de vos applicatifs, vous vous protégez de 95% des patterns classiques d'attaque employés par les hackers sur les applications web. Donc les cheat sheets et les proactive controls, ça vous fait un bon guide de développement sécurisé si vous n'avez rien dans les poches en entreprise encore aujourd'hui. Ensuite, là on était vraiment que sur de la formation, ça reste du théorique et du pédagogique. Ce qui va vraiment vous permettre d'ancrer toutes ces pratiques dans votre quotidien, c'est la pratique des vulnérabilités. Donc, combien d'entre vous ont déjà fait des testings du CTF ou testé des pratiques de vulnérabilité? Un petit peu, ouais, pas tant que ça. Donc, il y en a une pléthore. Les plus connus sont le WebGoat, qui est relativement ancien, qui est du Java, mais extrêmement didactique. C'est orienté leçon, on vous explique exactement c'est quoi l'objectif de la leçon, on vous rappelle la faiblesse, vous avez des indices, vous avez accès au code source. Et les deux versions 6 et 8 sont extrêmement bien si c'est la première fois que vous réalisez des tests de sécurité applicative. Et ce que ça apporte, c'est que vous vous positionnez avec le mindset de l'attaquant et vous allez comprendre l'architecture applicative, ses faiblesses et exploiter les vulnérabilités. Ce qui fait que quand vous allez revenir sur le dev derrière et que vous allez coder un truc, vous allez vous dire « Ah, mais j'avais pas pensé à ça, on pourrait aussi contourner, donc il faut que j'implémente ce mécanisme de contrôle ».
Les autres applis, il y en a pas mal. Les dernières qui sont arrivées, c'est le Juice Shop et un projet du DevStop qui sont full JavaScript et REST API, qui prennent doucement la relève sur le WebGoat et qui vont le remplacer peu à peu. Et il y a un vieux projet qui est plus du tout maintenu à jour, mais qui est disponible en VM, le WASP Broken Web Application. Dans cette VM, vous avez presque 20 applis web. Donc si vous avez encore besoin de faire du CTF et d'aller plus loin sur les pratiques, parce que vous avez épuisé les challenges, les premières, vous avez celles-là qui sont très bonnes. Ensuite, modélisation des menaces. Donc, sur des applicatifs qui sont critiques, je l'ai mis à un très haut niveau de maturité, ça demande vraiment de l'expertise. Là, on va parler de détermination des surfaces d'attaque et des points d'exposition en termes d'architecture applicative ou dans la logique métier. Ça demande de l'expérience, de la maturité, des activités de pentest déjà en termes historiques. Mais si un jour vous avez à prendre en main et à réaliser une modélisation des menaces, il y a un guide qui est extrêmement bien fait, qui peut vous assister dans cette méthode. Donc ensuite, méthodologie et process. Donc je vais vous en présenter 4. Une qui est un peu organisationnelle et les 3 autres qui sont vraiment opérationnelles, qui nous concernent nous, équipe de dev. La première, qu'on peut reprendre même au sein d'un projet, c'est le WASP SAM, Software Assurance Maturity Model. Donc souvent elle est réalisée directement au niveau d'une entreprise, c'est un gros bilan de maturité pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de sécu. Donc indépendamment du fait que l'organisation pour laquelle on bosse ait réalisé son bilan de maturité, nous on peut aussi le réaliser au niveau projet. Donc pour chacune des grandes fonctions métiers, vous avez des métriques simples, factuelles, des questions posées, une liste d'activités que vous faites ou pas et qui vous donne une note sur où vous en êtes. Et quand vous faites ce travail-là, vous vous rendez compte des activités qui sont réalisées dans l'équipe, dans votre process projet, et ça vous donne tout de suite aussi des axes d'amélioration possibles. Et donc derrière, ça va être à vous de déterminer si c'est pertinent ou pas, de prendre ces nouveaux axes de progression pour commencer à les intégrer dans votre process projet. Et là, moi, j'ai 2 conseils à vous donner par rapport à tout ce qui va être le best practice, le maximum de ce que vous pourriez faire. C'est regarder ce que vous faites, ce qui est absolument maîtrisé par vos équipes projet, et opter pour la logique PDCA, Plan Do Check Act, où vous allez avancer de manière progressive et surtout one step at a time. C'est vraiment, allez-y étape par étape. Si vous implémentez un nouvel outil dans votre pipeline, attendez que l'outil soit absolument maîtrisé, qu'il n'y ait plus de faux positifs, et quand votre processus d'intégration continue il est redevenu fluide, là vous pouvez commencer à rajouter un nouvel outil ou un nouveau process. En termes de design, donc pareil ici au niveau de maturité, mais c'est pour moi ce qui est le plus important et ce vers quoi il faut tendre dans les prochaines années. Le WASP a pondu un guide qui s'appelle Application Security Verification Standards. En gros, c'est un énorme référentiel d'exigences. Et exigence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la partie de définition des requirements d'un projet, on peut commencer à déterminer des cas de tests fonctionnels. Et donc plutôt que de réaliser des tests de sécurité qui sont vraiment orientés techniques, on va pouvoir commencer à définir des user stories et des app user stories. Et on va pouvoir commencer à les scripter en test automatisé sous Selenium pour pouvoir vérifier, nous, derrière, qu'on a une bonne couverture de tous nos cas de tests de sécurité et donc les cas d'abus qu'on aura pu imaginer. Et donc tout ce qui est Broken Access Control, habilitation, injection côté serveur, injection côté client, ça devrait complètement être automatisé dans les tests unitaires et pas être considéré comme des tests techniques sécurité. Les tests techniques sécurité, on va être plus sur du hardening, des security configuration, des problématiques de réseau, mais ça c'est la logique métier. La revue de code, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'aficionados de la revue de code. Ça reste, vous verrez en entreprise, un processus qui est vachement ancré et qu'on réalise de manière régulière. Quand vous êtes sur des toutes petites user stories à côté sur une journée, vous avez 5 heures de dev et une demi-heure pour faire une revue de code, et que derrière vous n'avez pas le temps de passer les outils, vous faites une revue croisée avec les collègues. Si vous commencez à faire de l'extreme programming ou autre, c'est aussi des manières d'uniformiser le projet. Et moi, j'ai jamais vraiment trouvé de guide de revue de code ou de méthodologie de revue de code qui soit bien réalisé. Et le WASP a pondu un guide de revue de code qui a été revu l'année dernière, en 2017, donc, qui vous présente pour chacun des patterns ce que vous auriez dû faire, ce qu'il faut faire, et donc ce qu'il faut contrôler en termes de revue de code, avec des exemples de code source. Donc c'est didactique, c'est simple d'utilisation, et si vraiment vous débutez sur les revues de code,
entre vous et votre partenaire, vous pouvez utiliser ce doc pour savoir comment la réaliser au mieux. Ensuite, dernier point de méthodo, tout ce qui est testing. Donc le testing de sécurité, on va voir quelques outils qui permettent de le réaliser. C'est une activité qui demande de la maturité, de l'expérience. On est sur un boulot de vulnerability assessment, pas forcément du pen testing, on est vraiment sur de l'appli. Et vous avez un guide de l'OWASP, pareil, qui a été mis à jour de manière relativement récente, qui vous présente pour chacune des catégories de vulnérabilité que vous allez chercher à tester, c'est quoi la meilleure approche, boîte blanche, boîte grise, boîte noire, quel type d'outils vous allez utiliser, quel type de charge utile, de payload, quel script vous allez injecter qui va vous permettre de vérifier si vous êtes vulnérable ou pas, et avec le résultat attendu, ou justement celui qui devrait paraître attendu. Donc, quand vous allez commencer à bosser sur des activités de testing, référez-vous au document de test. Quand vous attaquez le test d'un pattern de vulnérabilité que vous ne connaissez pas suffisamment. Et enfin, la partie qui est toujours la plus attendue est technologie et outils. Donc, on va avoir un énorme panorama, un gros panorama des typologies d'outils qu'on peut utiliser et mettre en œuvre dans une AppSec pipeline. Je l'appelle The Not So Silver Bullets parce que n'oubliez pas que les outils, si vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas toute la connaissance en background, vous allez avoir du mal à éliminer les faux positifs et ça va vous donner une fausse illusion de sentiment de sécurité. Donc il faut vraiment maîtriser, comprendre leur fonctionnement et connaître leurs contraintes, leurs limites. Des outils de calimétrie. Donc SonarCube, tout le monde connaît SonarCube. Ouais. Donc on est... Non. Donc il y a des outils de calimétrie qui font la qualité de code, qui va être complexité cyclomatique, la robustesse, évolutivité, maintenabilité, code mort, code dupliqué, etc. Et avec le temps, ces outils-là ont commencé à intégrer des expressions régulières. Et c'est pas vraiment ce qu'on appelle du SAST, donc Static Application Security Testing, c'est pas des vrais outils d'analyse de code sécurité comme vont vous vendre certains produits propriétaires, mais avec SonarCube, vous avez un périmètre technologique couvert qui est extrêmement large et il commence à intégrer des expressions régulières pour diagnostiquer des manquements, des faiblesses d'implémentation de bonnes pratiques qui vont vous donner des résultats pertinents. À côté, vous avez encore d'autres typologies d'outils qui sont orientés sur un langage de programmation qui vont vous donner des résultats très très robustes aussi. Et donc en fonction des types des frameworks sur lesquels vous bossez, allez sur une référence de l'OWASP pour voir ce qui existe sur la techno que vous utilisez. Et si vous en avez plusieurs et que vous avez un doute sur les résultats en termes de pertinence, il y a l'OWASP qui a produit une petite application vulnérable qui est vachement simple à auditer pour tous ces outils et qui permet de faire un comparatif pour savoir qu'est-ce qui est le plus adéquat ou pas. Ensuite, le contrôle des CVE. Donc, pour ceux qui étaient présents ce matin, on a beaucoup parlé des CVE sur les Docker et les images. Donc, on est dans un monde où dès qu'une vulnérabilité elle a été communiquée, elle est exploitée massivement par tous les attaquants et des scripts qui disent. Donc le contrôle des vulnérabilités qui sont communiquées au fil de l'eau, c'est vachement important. Et il y a des produits propriétaires qui font le job et il y a une alternative open source qui est Dependency Check, qui est peut-être un des projets les plus déployés de l'OWASP, qui vous permet d'extraire de votre stack applicative la liste des frameworks et des dépendances qui construisent votre applicatif. Et qui va dans ce packaging aller checker depuis la NVD la liste des vulnérabilités qui ont été rendues publiques et qui va vous sortir un rapport. Donc ça c'est absolument obligatoire, impératif pendant votre processus projet, mais même une fois que vous avez livré votre projet, il faut à minima une fois par semaine réaliser un scan de vos dépendances pour vérifier s'il n'y a pas de nouvelles vulnérabilités qui ont été publiées. C'est pas parce que vous avez construit un applicatif au mois de février avec les meilleurs outils du monde que la semaine d'après il n'y a pas une vulnérabilité extraordinaire qui va sortir et casser tous les contrôles de sécu que vous auriez pu mettre en œuvre un peu plus tôt. Excusez-moi, j'ai cliqué sur fin. Donc on était sur Dependency Check. En termes de testing, donc là le testing ça va vous demander quand même pas mal de compréhension
Et de background en termes de sécurité, il y a deux outils de testing qui sont largement utilisés et qui sont open source. Donc il y a Burp Suite, il y a une version payante, mais il y a une version Free Edition, Community Edition, qui est pas mal. Et il y a l'OWASP qui a produit un produit qui s'appelle OWASP Zap. Donc vous avez deux manières d'utiliser ces outils. La première, c'est que vous allez le positionner entre votre VM qui va dérouler les tests unitaires et votre web application, et vous allez utiliser ce qu'on appelle les règles passives. En gros, votre scanner, il est là, il va analyser les requêtes entrées et sorties entre la VM et la web app, et il va vous sortir des patterns de manquements, de durcissement, des données qui passent en clair, des adresses IP, des numéros de carte, des numéros de sécu, des choses comme ça. Donc là, vous l'utilisez en mode passif et vous avez la possibilité de lui apprendre un petit peu le fonctionnement de l'applicatif et de lancer un gros scan. Et là, il va tester des injections SQL, des injections XSS. Il va faire du directory brute force pour essayer de trouver tous les problèmes de ressources qui pourraient être mal contrôlés en termes d'habilitation. Et donc là, c'est ce qu'on appelle du DAST, donc c'est du scan dynamique, et on est vraiment sur du testing. Donc typiquement, comment ça marche, hein, c'est que vous avez terminé votre build, vous le déployez, vous démarrez votre conteneur, vous faites un spidering, un web crawling où il va aller apprendre l'arborescence de votre appli, derrière vous lancez un scan dynamique et il vous sort un rapport. Donc ça doit être implémenté partout. Ensuite, il y a plein d'autres outils, plus de pen testing sur le durcissement, mais il y a le test de la robustesse de l'implémentation SSL que vous avez déployé, qui est impérative à réaliser, des scans de vulnérabilité sur les Docker et des guides de running qui sont publics et maintenus par le Center for Internet Security, que vous pouvez utiliser pour le durcissement de votre socle technique. Et le dernier outil vraiment que moi je voudrais voir partout, c'est le Defect Dojo. Donc c'est un agrégateur de findings, un agrégateur de vulnérabilités. Tous les outils qu'on a vus, quasiment, et une pléthore d'outils sur le marché, vont vous fournir des rapports de vulnérabilité qui vont venir alimenter le dojo. Et dans le dojo, il va vous donner quoi? Il va vous donner une note sur l'état de vulnérabilité, votre couverture des verification standards, des dashboards avec des métriques, et vous allez disposer d'une visibilité factuelle sur l'état de vulnérabilité de votre patrimoine applicatif. Et la visibilité sur les vulnérabilités de votre SI, c'est là où on devrait être aujourd'hui. Donc Web Application Firewall, filtrage de trauma applicatif, qui est de plus en plus déployé sur les applicatifs legacy. Il y a Patch Mode Security qui est relativement répandu, et il y a l'OWASP qui a pondu un petit jeu de règles qui est ultra pertinent et qui marche très bien. Une version qui vient d'être produite il y a 3 mois, qui est stable et qui donne de bons résultats, que je vous recommande. Modélisation des menaces, il y a Microsoft et l'OWASP qui ont produit des outils qui permettent de faire la modélisation. Et donc voilà à quoi ça ressemble l'AppSec Pipeline Open Source. Donc on a vu tous ces petits outils un par un, et en vue d'ensemble, à part sur la réponse à incident, vous avez la possibilité de couvrir toutes les phases projet avec de l'open source. Et je vous ai présenté qu'un petit ratio, il reste 30-40% d'outils open source qui sont connus, robustes, qui produisent de très bons résultats, et que vous pouvez implémenter dans votre processus de delivery projet quotidien pour couvrir la sécurité. Donc maintenant, on va où et comment. Je ne vous cache pas que tout ça, ça représente, c'est open source, donc ça veut dire que c'est libre de licence, c'est zéro budget. Maintenant, ça demande du temps. Vous n'allez pas passer de zéro à ça en 2 mois. En revanche, si vous avez un expert sécurité qui peut vous accompagner au déploiement de ces outils, ça peut être réalisé en quelques semaines. Derrière, faut y aller step by step parce que vous allez avoir beaucoup trop de résultats et de faux positifs à trier, et vous avez absolument besoin de monter en maturité pour construire votre culture sécurité en même temps que vous améliorez votre dispositif. Et si vous êtes vraiment sur des applicatifs critiques, il n'y a pas de vraie alternative open source sur des vraies solutions de SAST, et vous aurez toujours besoin d'une expertise d'un pen tester pour faire des audits de votre appli par-dessus toutes ces activités. Et mon petit message de closing avec quelques trucs drôles que j'ai trouvés. Il y a un stand Tesla, on est dans un monde ultra connecté. Demain, nos enfants rouleront dans des voitures connectées. Donc le testing robuste, complet des applicatifs, aujourd'hui, c'est non négociable. Donc testez vos applis, protégez vos données, c'est vachement important.
Et c'est tout. Si vous avez des questions. Peut-être un micro. J'ai été vite, hein, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Merci pour la présentation. Une petite question, parce que là, du coup, on va avoir des mises à jour régulières. On parle d'un pipeline pour vérifier plein de choses. Par contre, travaillant en ESN, comment on discute avec le client pour lui dire, potentiellement, toutes les semaines, tous les 15 jours, je vais faire quelque chose sur votre application, et du coup, il va falloir retester. Alors, tu livres le build ou tu travailles directement chez ton client? Ça dépend, il y a les deux cas. Là, moi, c'est pour ça que j'ai présenté un truc open source, hein, parce que tout ça, c'est une stack, c'est un process que tu es capable d'implémenter directement sur ton client. Même si tu bosses directement dans ces murs avec ces outils, tu peux lui dire on a un trou dans la raquette, là, ici et là, il faut qu'on rajoute du dependency check ou du sonar cube, et puis et un dashboard qui va te permettre, quand tu as une CVE qui survient, de savoir cette stack applicative, elle est où dans mon SI, j'ai quelles applis, c'est quoi la criticité. Oui, ça je le comprends, mais par contre le client, d'un point de vue de son produit final, il va sûrement vouloir refaire un check de toute sa recette complète pour vérifier que cet ajout de cette librairie ou la mise à jour de cette librairie ne va pas avoir un impact. Complètement. Alors le porteur du risque, ce sera toujours le métier, et de décider d'arbitrer une partie des TNR pour pouvoir patcher une vulnérabilité, c'est le client qui choisit. Là on est sur l'approche STAR, stop, transfert, accept ou reduce, et c'est ton métier qui choisit. Okay. Mais toi, ton devoir en tant que développeur, c'est de lui dire, tu as une CVE qui est survenue ici. Ok, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a une deuxième et qui sera la dernière question? Non. Ouais, très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Clément, Alors je suis mauvais élève parce que je débarque à la fin et j'ai pas suivi le talk, donc peut-être que tu en as déjà parlé. Comment est-ce que tu arrives à faire adopter à des publics de développeurs qui parfois sont un peu réticents à la sécurité, modèle de ça nous prend du temps, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas funny. Comment est-ce que tu arrives à driver un peu les équipes, à les impliquer dans ça, au-delà des aspects techniques, tout ce qu'on peut... Alors, tu as la dernière version de SonarCube qui a déployé de la gamification. Donc, tu as des jeux possibles à mettre en œuvre où tu peux mettre des goodies. Et une fois que tu as commencé à les former, tu leur mets du Juice Shop, tu as du CTF qui est possible dessus, et c'est fun. Et ils aiment ça, ils sont demandeurs. Ouais, c'est un public qui est assez réceptif à ça. Parce que moi, je sais que dans mon quotidien, je suis RSSI pour différentes structures. Et voilà, quand il y a des gens qui font du développement interne, c'est parfois un peu le chemin de croix. Tu fais un tech lunch et le premier qui exploite la base de données, il a gagné une bière, ça marche bien. La bière est toujours le bon moyen de négociation dans l'IT. Le goodies, par exemple. C'est ça. Merci.